répartis autour de... Je me suis permis de lancer l'enregistrement. Merci beaucoup, j'ai oublié, Pas de évidemment. souci. Merci beaucoup, Ima. Merci. Parfait. Du coup, qui sera autour de 8 grands thèmes, sous-thèmes. Donc voilà, c'est pas du tout hiérarchique, hein, c'est plutôt pour se donner une petite ligne directrice. Donc on verra pourquoi c'est intéressant de regarder d'un peu plus près les territoires insulaires concernant le changement climatique, et en particulier dans les océans Indien et Pacifique. On verra aussi les impacts environnementaux qui concernent plus particulièrement ces régions-là, ces territoires-là, et puis les conséquences et enjeux qui en découlent. Et puis après, on verra d'un point de vue plus institutionnel et en termes d'action et de poids sur la scène internationale des États et des pays dont on va parler. Et puis on verra qu'ils sont très, très pionniers et très innovants, donc on verra pourquoi, comment, quel levier d'action ils utilisent. Donc ça, c'est aussi intéressant en comparaison aux autres États qui peuvent agir aussi sur la scène internationale. Et puis on parlera aussi des solutions pour pas être trop négatif. Et en dernier, j'ai mis une petite partie sur l'humanitaire, le développement et la sécurité. Je vous en parlerai un peu plus durant la formation, mais on se demandera justement si c'est des paradigmes qui sont intéressants pour aborder cette question. Sans plus tarder, donc pourquoi c'est intéressant de s'intéresser au territoire insulaire? Bon, déjà, je pense que c'est assez important de comprendre qu'est-ce qu'un territoire insulaire. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Sachant que il y aura donc une définition. Ah, pardon. Oui, oui, vas-y, Lou, j'ai vu que tu as levé la main, je t'en prie, prends la parole. J'imagine qu'un territoire insulaire, c'est un territoire constitué d'îles, en tout cas Ouais, plus ou moins grand, entouré d'eau. ouais, complètement. C'est une ou plusieurs îles, du coup, qui sont pas implantées sur une masse continentale. Du coup, c'est exactement ça. Euh, Si vous avez d'autres idées. Alors attendez, on va afficher ce que j'avais mis, comme ça, voilà. Donc c'est exactement ce que vous disiez, quand même, voilà, constitué majoritairement d'îles ou d'une île. Et puis il y a aussi cette idée d'éloignement, d'isolement, voire même d'enclavement qui peuvent être caractéristiques de ces territoires. Donc ça c'est vraiment sur voilà, la définition pour en avoir une image hop, un peu plus précise. Et puis pourquoi s'y intéresser? Eh ben parce que en fait ces territoires sont au cœur des régions les plus vulnérables du monde. Donc il y aura des conséquences économiques, sociales et environnementales qui vont être disproportionnées de par leur géographie et leur situation, leur contexte et l'environnement dans lequel ils sont intégrés. Et donc, ça va entraîner des désavantages structurels et des vulnérabilités qui auront tendance à être plutôt persistantes. Et donc, cette vulnérabilité, elle va être étudiée, notamment par la CNUSED, enfin plutôt un auteur qui s'appelle Brugiglio en 1983, qui a montré que 9 des 10 pays les plus vulnérables au monde aux catastrophes naturelles sont des îles. Donc ça fait partie des premières études qu'on va avoir sur ces territoires-là, et c'est vraiment dans les années 80-90 qu'on va commencer à s'y intéresser de plus en plus. Et cet auteur-là, donc pour la CNUSED, il intègre d'ailleurs une notion de prédisposition aux désastres naturels. Donc c'est voilà, vraiment pour lui caractéristique de cette vulnérabilité des territoires insulaires. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que
et très, enfin, ça va vraiment changer notre rapport à ces territoires-là quand on sait que voilà, il va y avoir vraiment une prédisposition, ils vont être vraiment en première ligne du changement climatique. Et, euh, et d'ailleurs, ils considèrent hein, eux-mêmes, enfin, les populations de ces territoires-là considèrent le changement climatique comme le principal problème menaçant leur territoire et leur population dans les 50 prochaines années. Et on va en revenir parce que ça va faire partie aussi d'un narratif qui va être très important sur la scène internationale pour essayer de faire bouger les choses. Donc ça, on y reviendra un petit peu. Alors sur l'Indo-Pacifique, je vais essayer de faire un cadre assez général et pas vous saouler de géopolitique. C'est vraiment juste pour intégrer vraiment toutes les dimensions dans lesquelles le changement climatique va s'intégrer et pas juste cette notion d'océan, parce qu'en fait, l'ensemble des enjeux qu'il y aura autour de ces territoires-là va tout changer, y compris pour la manière dont on va devoir gérer le changement climatique dans ces territoires-là. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était important de préciser ça. Euh, donc l'Indo-Pacifique, c'est un double concept, à la fois géographique et idéologique. Et c'est un concept qui va vraiment dépendre des intérêts de chaque État vis-à-vis de la région. Je vous ai mis cette carte que je trouve intéressante parce qu'en fait, ça montre en fonction de 6 États, donc Allemagne, Australie, France, États-Unis, Japon, même 7, en comptant l'Union européenne, et les Pays-Bas, en fait, la délimitation qu'ils font de cette zone. Donc, par exemple, pour s'intéresser à la France va considérer que l'Indo-Pacifique commence à Djibouti et se termine en Polynésie française, alors que d'autres pays vont considérer, enfin, vont prendre en compte la définition la plus maximaliste de l'Indo-Pacifique, donc c'est-à-dire prendre en compte la Russie, le nord des États-Unis, etc. Donc ça montre déjà que la région est vraiment un centre de gravité économique et politique. Euh, mince, hop, voilà. Euh, pour plein de raisons, différentes. Parce que il y a maintenant plus de la moitié de la population qui se situe dans les océans euh, Indien et Pacifique, mais aussi le PIB. On compte 60% du PIB dans cette zone-là. Donc voilà pourquoi c'est une région qui a de plus en plus qui fait l'objet de plus en plus de convoitises. Et qui fait aussi donc que la stabilité va être menacée par ces risques-là, euh, que ce soit les tensions par exemple interétatiques entre la Chine et les États-Unis, dont on parle beaucoup en ce moment, que ce soit des épidémies, les pressions sur les ressources naturelles, et on y reviendra. Donc voilà. Puis le changement climatique aussi, parce qu'on a des pays qui émettent énormément de gaz à effet de serre, notamment donc, la Chine et l'Inde. Donc il y a quand même des gros sujets dans cette zone-là. Mais en même temps, par sa taille, sa vulnérabilité, sa diversité, on verra que c'est aussi une échelle très intéressante du coup pour réfléchir à des solutions par rapport aux défis climatiques et environnementaux. Donc voilà pour l'Indo-Pacifique. Je vous ai mis, alors vous allez voir, j'ai mis plein de cartes, mais je trouve que c'est assez parlant pour cette zone-là parce que en général, enfin, c'est très difficile en fait à connaître cette région-là qui est très, très répartie, qui est très diverse, inégalement répartie. Donc, je vous ai mis une petite carte pour qu'on visualise un petit peu mieux à la fois les territoires insulaires de l'océan Indien, donc avec donc les côtes africaines, les côtes donc sud de l'Inde, etc. Et donc on voit Maldives, Seychelles, Comores, Maurice et La Réunion. Sur les territoires, alors on verra un peu mieux après les territoires français, mais je vous ai aussi mis là en bas, tout autour de Madagascar, parce qu'on a les îles éparses qui font l'objet de gros enjeux également, qui sont débattus entre la France et Madagascar.
entre autres. Donc voilà pourquoi je les ai mis. Et puis toutes les îles du Pacifique, où on voit déjà là la souveraineté, puisqu'il y a beaucoup de pays qui sont autonomes mais pas indépendants dans cette zone-là. Donc voilà, c'était pour avoir un peu mieux, une meilleure vision de ces océans immenses. Et justement, en parlant des régions stratégiques et convoitées, là, vous avez un peu la répartition des autonomies enfin, vers quelle métropole. Donc, vous avez la France, comme je disais tout à l'heure, Océan Indien, on a la Réunion, on a Mayotte et les îles Éparses qu'on ne voit pas ici. Elles sont dans le canal du Mozambique, donc au niveau numéro 2. On a Agaléga qui est partagé entre l'île Maurice et l'Inde, Diego Garcia qui est disputé entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Et puis toutes les îles dans le Pacifique, donc Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna, qu'on ne voit pas ici, qui sont des collectivités d'outre-mer françaises donc. Et puis pas mal de territoires américains aussi, quelques territoires indiens, néo-zélandais, australiens. Donc voilà, quand même des grandes puissances en jeu aussi dans cette zone-là, comme je le disais. Et donc forcément, une zone qui est plutôt propice au conflit, comme il y a énormément d'enjeux et de puissances qui se bataillent un peu dans cette zone-là. Donc bon, c'est pour passer très rapidement dessus, mais voilà, c'est pour montrer qu'il y a quand même... ça, c'est des cartes qui sont tirées de l'Observatoire Climat et Défense. Et donc, on voit quand même qu'il y a vraiment des foyers de conflit dans les deux zones, donc à la fois océan Indien et océan Pacifique. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, la vulnérabilité. Moi, je trouve que là, on le voit très, très bien avec cette image, cette carte. On voit que la majorité des points sont répartis dans les océans Indien et Pacifique. Donc voilà, c'est assez parlant de voir qu'il y a vraiment une concentration de la vulnérabilité au changement climatique dans cette zone-là. Et notamment, donc là, c'est d'ici 2050, en prenant en compte 340 îles. Donc c'est assez parlant. Alors maintenant, pour passer aux impacts environnementaux des changements climatiques. Donc là, dans un premier temps, c'était plutôt pour faire une présentation générale des impacts environnementaux. Donc il y a donc forcément donc, la hausse des températures et des niveaux de l'océan, l'érosion, la submersion des littoraux, l'accroissement de la gravité des catastrophes naturelles, la salinisation des sols et une perte de biodiversité, en particulier des écosystèmes marins et côtiers, mais bien sûr de tous les écosystèmes en général qu'il peut y avoir sur une île. Et j'ai décidé de faire le focus sur certains d'entre eux pour vous donner quelques exemples dans la zone. Donc on va plutôt parler de l'érosion, de la submersion des littoraux, de la salinisation des sols et de la perte de biodiversité. Et en premier, donc sur l'érosion et la submersion des littoraux, donc c'est vrai qu'on remarque que la montée des océans est très inégalement répartie. Puis il y a aussi le phénomène El Niño qui n'arrange pas les choses. Parce qu'au final, on va se retrouver d'une année à l'autre à avoir des conséquences du changement climatique, des événements assez extrêmes, vraiment de plus en plus aléatoires qu'on peut beaucoup moins prévoir. Il faut savoir que dans l'océan Indien, on compte plus 14 cm en moyenne entre 1993 et 2003, avec 17% des plages qui ont disparu, considérant que les Maldives seraient les plus exposées parce que 80% de leur territoire est à moins d'1 mètre du niveau de la mer. Donc Maldives pourrait faire partie des premiers territoires à disparaître d'ici 2100. Dans le Pacifique, on parle de Marshall, Tuvalu. Tuvalu, on considère que d'ici à 2100, 95% de son territoire sera submergé par des grandes marées. Il y a aussi Nauru, Tokelau et les Kiribati. Sachant aussi que dans les îles Salomon, 5 îles rattachées à l'archipel des Salomon ont déjà complètement disparu.
Euh, donc ça implique déjà énormément de choses. Euh, et puis les estimations scientifiques les plus récentes suggèrent que le niveau de la mer pourrait augmenter de 60 cm à 1 mètre d'ici la fin du siècle. Euh, donc c'est à la fois des élévations de la mer qui vont être très très inégalement réparties, euh, à la fois parce qu'on va avoir des événements de plus en plus aléatoires, extrêmes, qu'on va devoir réapprendre à prévoir. Et puis aussi parce que pour la zone Pacifique, par exemple, entre la Nouvelle-Calédonie, les îles et les îles de Micronésie, donc on est quand même entre le Pacifique Nord et le Pacifique Sud, euh, les différences d'élévation du niveau de la mer au cours des 50 dernières années sont dans un rapport de 1 à 10 mètres, donc c'est énorme. Donc en fait, c'est des océans et des territoires insulaires qui ont énormément de points en commun, ce qui permet de pouvoir réfléchir à comment trouver des solutions qu'on va pouvoir reprendre et mettre à l'échelle sur voilà, le plus facilement possible et le plus rapidement possible. D'où cette formation qui permet aussi de voir en fait tous les points communs un peu de ces territoires. Mais en fait, c'est des environnements si divers qu'à la fois, ça pose vraiment une complexité qu'on imagine difficilement. Sur la salinisation des sols, là, vous avez un exemple de la Nouvelle-Calédonie, d'un îlot large de Nouméa. En fait, on n'y pense pas forcément quand on pense au territoire insulaire. On pense beaucoup d'abord aux enjeux euh, océaniques, avec tout ce qui va être lié à l'érosion côtière et la biodiversité marine. Mais en fait, l'intrusion d'eau de mer, elle est aussi très lourde de conséquences pour les écosystèmes terrestres. Parce que, par exemple, les plaines côtières, qui sont essentielles pour l'agriculture, sont très vulnérables en raison bah, à la fois de l'érosion de la mer, de la montée du niveau de la mer, des variations des régimes pluviométriques. Et ça va rendre en fait ces zones infertiles. Euh, on va se retrouver à des obstacles d'impossibilité de déplacer les champs parce que ce sont des toutes petites îles. Euh, on va se retrouver en conséquence avec un échec des cultures vivrières traditionnelles. Donc on va avoir des situations où en fait on va être dépendant des importations alimentaires, on va avoir une disparition des cultures traditionnelles, voire même une modification des régimes alimentaires, ce qui derrière peut causer des problèmes de santé publique, notamment le diabète et l'obésité qu'on observe énormément dans le Pacifique. Donc c'est pas simplement voilà, une perte de territoire, ça va vraiment impliquer énormément de choses derrière. Ça a aussi des impacts sur l'eau douce, puisque en eau souterraine, on va se retrouver avec des pénuries hydriques. Par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a seulement 48% de la population qui a accès à une eau de qualité dite améliorée, qui qui est considérée par l'OMS comme n'étant pas forcément potable. Euh, donc, euh, donc voilà, ça pose quand même aussi des problèmes jusqu'à l'eau potable et des potentielles crises de l'eau. Euh, Ensuite, pour commencer à parler un petit peu des habitats marins ou côtiers, je voulais vous parler des mangroves parce que ça fera aussi partie d'une discussion un peu plus tard sur d'autres enjeux. En fait, les mangroves, elles couvrent trois quarts des littoraux de la ceinture intertropicale, donc la ceinture qu'on considère vraiment comme étant l'ensemble des tropiques. Euh, donc c'est vraiment un écosystème spécifique très important qui disparaissent à une vitesse assez dingue, à la fois par l'augmentation des températures, la sécheresse, mais aussi par des accidents. Là, je vous ai mis une photo en bas à droite d'un accident qui a eu lieu il y a quelques années à l'île Maurice, où un bateau pétrolier s'est échoué et donc a laissé s'écouler énormément de pétrole. Donc ça a détruit vraiment les mangroves. Euh, et euh, même, enfin, c'est ce qui est ressorti aussi d'après
des études scientifiques plutôt récentes, plus en fait les catastrophes naturelles vont se reproduire à haute fréquence, plus la mangrove sera dans l'incapacité de se maintenir, mais comme l'ensemble des autres écosystèmes, qui entraînent en, en effet boule de neige la perte de certaines fonctions écologiques essentielles. Si vous n'avez pas de questions à ce stade, je continue, mais n'hésitez pas, je le redis, peut-être pour certains ou certaines qui seraient arrivés en cours de route à prendre la parole, à me couper. Pour parler de la dernière partie sur les impacts environnementaux, je voulais vous parler de la biodiversité marine, parce qu'on en parle quand même beaucoup. Euh, Bon, les chiffres sur les récifs coralliens, c'est qu'un récif impacté peut mettre 10 à 20 ans pour se reconstituer. Avant les années 80, les blanchiments coralliens étaient extrêmement rares. Et puis, depuis les années 80, entre les années 1984 et 2016, il y a eu 8 épisodes de blanchissement massif qui ont été observés en Polynésie française. Euh, donc c'est énorme, ça a été en raison de températures anormalement élevées pendant les saisons chaudes. Récemment, ça date d'il y a, je dirais, 15 jours, 3 semaines, les scientifiques se sont rendus compte d'un nouveau blanchiment de masse dans la mer de corail en Australie, donc qui est vraiment d'une ampleur assez importante. Mince. Et puis on observe aussi, donc avec l'augmentation des températures, l'apparition, l'émergence de pathogènes, d'algues toxiques, la pollution de l'eau, on y reviendra, la montée du niveau de la mer, bien sûr, on en a parlé, qui vont donc contribuer à affaiblir ces écosystèmes marins-là et qui vont renforcer la vulnérabilité des communautés locales, on verra, un des enjeux principaux. On estime aussi que la planète a déjà perdu 14% de ses coraux entre 2009 et 2018, sachant que, par exemple, pour les îles du Pacifique, on est sur un ordre de 40 à 50% de perte du PIB suite à des blanchiments de coraux, en fait, parce que, donc, à la fois en termes de pêche, il va y avoir une disparition des poissons, donc les pays, les populations qui vont être dépendants pour se nourrir, pour revendre un petit peu de poissons et se faire un salaire, enfin, ça sera plus possible. En termes de tourisme, entre autres. Donc voilà, il y a vraiment aussi cet enjeu-là qui est important, sachant que voilà, presque la moitié de perte du PIB, sachant que ce sont pour la plupart des pays qui sont encore dits en voie de développement, qui ont encore besoin de ressources économiques qui leur sont vitales. C'est vraiment très très important. Euh, Et puis, je voulais rajouter en conclusion de tous ces impacts qu'on a vus et ces exemples dans la région, des pressions anthropiques qui sont particulièrement importantes dans ces océans-là. Donc, bien sûr, on les rencontre maintenant partout dans le monde, mais c'est vrai qu'ici, donc dans les océans Indiens et dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique, pardon, on retrouve aussi un énorme enjeu de pollution plastique. Euh, je crois que j'ai mis des petites photos. Hop, voilà. Euh, donc, sachant que la région la plus touchée par l'impact de la pollution sur la biodiversité, selon WWF, c'est le triangle de corail en Asie du Sud-Est, la grande barrière de corail dont je vous parlais en Australie, les îles Chagos dans l'océan Indien et la Polynésie française, entre autres. Euh, la photo que je vous ai mise sur le continent plastique dans le Pacifique. Alors, c'est pas le seul continent plastique. Je crois je suis pas sur mon chiffre, mais je crois qu'il y a entre 5 et 6 vortex de plastique euh, dans nos océans, dont 3 quarts se situent à la fois en océan Indien et en océan Pacifique. Euh,
Et donc là, cette photo, donc, ça illustre plus particulièrement le vortex de déchets du Pacifique Nord, qu'on estime étendu sur 1,6 million de kilomètres carrés. Donc c'est pour ça que on en parle souvent comme continent de plastique. Donc c'est vraiment énorme, c'est un vortex qui a été découvert en 1997. Et donc ils ont retrouvé des déchets jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, donc qui se trouve dans cette zone-là, jusqu'à 11 000 mètres sous la surface de la mer. C'est l'endroit considéré comme étant le plus profond de la Terre. Donc c'est vraiment... enfin, voilà, on se rend compte de la gravité du sujet de la pollution plastique en Indo-Pacifique, qui a donc évidemment un énorme impact sur les côtes et les écosystèmes marins. Donc voilà, après, n'hésitez pas si vous avez plus de questions sur ça, j'y reviendrai. C'est vrai qu'il y a aussi un enjeu, donc là, je parlais plus du Pacifique, mais c'est vrai qu'en océan Indien, il y a aussi le problème du traitement des déchets de l'Inde, par exemple, enfin, notamment à New Delhi. Il y a une montagne d'ordures qui atteint jusqu'à 45 mètres pardon, de hauteur, en fait, qui s'écoule dans les fleuves et dans les rivières, et donc ça finit dans l'océan Indien. Donc voilà, ça participe vraiment à augmenter ce phénomène. Et puis même la Chine, un des fleuves qui traverse Shanghai, qui déverse environ 1,5 million de tonnes de débris dans la mer Jaune, qui est en fait un bras du Pacifique. Donc voilà, au final, il y a vraiment une présence de plastique très très importante dans ces deux océans-là. Et puis il y a aussi beaucoup d'attributs convoités, comme la surpêche. Sur la surpêche, il y a eu beaucoup comment dire, de régulation ces derniers temps, surtout en océan, enfin dans l'océan Pacifique. Moins dans l'océan Indien, qui est vraiment l'océan considéré comme euh, qui menace le plus les populations de thon. Greenpeace a alerté il y a quelques années dans un rapport où il y a vraiment un tiers des espèces qui sont surpêchées, euh, avec au moins 20% du thon pêché dans le monde. Donc voilà, il y a vraiment énormément de surpêche dans l'océan Indien, avec l'utilisation des énormes filets qui font 30 km de large, euh, tirés par 7 bateaux. Greenpeace, justement, à ce moment-là, les a appelés murs de la mort. Ils sont interdits depuis 1992 par l'Assemblée générale des Nations unies. Mais en fait, le problème de la régulation de la pêche en général, c'est qu'on a énormément de mal à surveiller les zones de pêche. Donc c'est très compliqué en fait de faire appliquer les lois qui peuvent être mises en place à ce niveau-là. Sachant que par exemple dans l'océan Indien, il y a eu aussi euh, une chute de 80% de la population des requins depuis les années 70. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Et sur l'océan Pacifique aussi, beaucoup de pêche de thon, 65% des stocks à l'échelle mondiale. Mais par exemple dans le Pacifique Nord, bah, justement pas très loin juste au-dessus là, du continent de plastique, il y a eu une perte de 96% de thon rouge. Et pourtant, les pays ne s'arrêtent pas de pêcher. Je crois que le Japon a pas très longtemps, il a été un peu rappelé à l'ordre, critiqué, parce le Japon a proposé d'augmenter les quotas de pêche du thon rouge dans le Pacifique, sachant qu'on compterait plus que 4,5% de la population initiale des thons rouges. Pareil en Australie, hein, il y a eu des énormes chutes de population entre 2005 et 2015.
Donc c'est encore quelque chose d'assez présent, malheureusement. J'ai aussi mis l'acidification des océans parce que ça concerne vraiment directement l'absorption du CO2 par l'eau de mer, par les océans. Euh, Sachant qu'il y a jusqu'à 30% du CO2 qui est absorbé par les océans. Donc, par exemple, les derniers chiffres scientifiques ont estimé que l'activité humaine produit environ 35 milliards de tonnes de CO2 par an, dont 30% est absorbé par les océans. Donc, c'est vraiment énorme. Sachant que du coup, j'ai peut-être pas précisé, j'aurais dû peut-être commencer par ça, mais l'acidification de l'océan, en fait, c'est provoqué par l'absorption du CO2 qui entraîne une réaction chimique qui va en fait diminuer les concentrations d'ions au carbonate et qui va augmenter les concentrations d'ions hydrogène et c'est ce qui va faire que l'eau va être beaucoup plus acide et donc qui va menacer directement l'ensemble des écosystèmes marins. Un chiffre aussi qui est important, qui permet aussi de bien visualiser cette acidification, c'est que depuis la révolution industrielle, on estime que le pH des océans a baissé d'environ 0,1 unité, ce qui représente une augmentation d'environ 28% de l'acidité océanique. Et puis donc sur le dernier thème, sur l'exploration et l'exploitation des grands fonds marins, alors c'est un sujet qui est de plus en plus au centre des discussions sur la scène internationale, au sein même des pays au niveau national, et puis un thème aussi dont les communautés locales s'emparent de plus en plus, et heureusement, parce qu'en fait, ça concerne énormément les océans Indien et Pacifique, car on trouve les plus grosses ressources dans les grands fonds marins au monde, en particulier dans l'océan Pacifique. Et en fait, c'est un gros problème parce que pour l'instant, il n'y a aucune gouvernance sur ce sujet-là, il n'y a aucune loi. C'est très flou. En plus, on n'a aucune connaissance. Je crois qu'on connaît, je sais plus le chiffre, mais c'est assez impressionnant. Je crois qu'on connaît 10 fois mieux l'espace que les fonds sous-marins. Je crois que là, sur les grands fonds marins, on estime qu'on est sur du grand fond marin au-delà de 200 mètres de profondeur. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment compliqué de gérer ça en ce moment parce que à la fois on n'a pas du tout de connaissances, mais en même temps il y a de plus en plus de pays qui brandissent la menace justement euh, au-delà d'explorer leurs grands fonds marins, de les exploiter, de fournir des licences commerciales afin d'exploiter les grands fonds marins. Parce qu'il y a beaucoup de... En fait, tous les métaux qu'on trouve dans les grands fonds marins permettraient des innovations scientifiques, pharmaceutiques très importantes. Ça permettrait entre autres de soigner certains cancers. Le problème, c'est que ça détruirait... En fait, il y a des espèces qui sont uniques, dont on ne connaît pas du tout voilà, les capacités d'adaptation, de résilience. Donc voilà, sur ce gros problème-là. Par exemple, dans l'océan Pacifique, en termes de pays et d'États, il y a, je dirais, 70% des États et des pays qui sont contre, donc tant mieux. Mais la minorité, du coup, est pour, et certains pays ont déjà délivré des licences commerciales, notamment les îles Cook, Nauru, Tonga et les Kiribati. Donc c'est vraiment voilà, un sujet qu'il faudrait traiter dans une urgence absolue. Sauf que chacun se renvoie un petit peu la balle. La France défend une position d'exploration à fond pour des motifs scientifiques, de bien commun, de connaissance de notre environnement, etc. Là, sur le plan France 2030, la France a annoncé quand même 350 millions d'euros
Donc voilà, elle justifie aussi sa présence dans les grands fonds marins parce que l'armée doit surveiller les infrastructures stratégiques, notamment les câbles de télécommunication, les pipelines, etc. Donc en fait, chaque pays a un peu ses arguments. Mais bon, ça, enfin voilà, la France se sert bien d'avoir zones pardon, économiques exclusives dans les océans Indien et Pacifique pour pouvoir voilà, lancer des projets de cet ordre-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller plutôt de près. Oui, Simon, vas-y. Juste une question. Ouais, Donc, en gros, parce qu'il y a eu un moratoire, je crois, enfin pas un moratoire, mais par rapport à l'exploitation minière des fonds marins en Arctique. ouais. Euh, mais donc, et il me semble que la France, justement, appelait à euh, un moratoire, mais donc en gros, elle appelle un moratoire en Arctique, mais pas dans l'Indo-Pacifique, quoi. Ouais, alors en fait, pour l'instant, il y a un moratoire qui se prépare, enfin, il y a une volonté de moratoire pour tous les pays, États, territoires de l'océan Pacifique, qui est en cours et qui, enfin, ils espèrent, ceux qui sont contre, espèrent en voir le jour d'ici cet automne, je crois. Oui, je crois que ça va se faire en septembre, octobre. Mais la France, en fait, elle veut faire un moratoire que sur l'exploitation. Enfin, en tout cas, elle prend part seulement au moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins et non pas sur l'exploration, puisqu'en fait, elle explore déjà tous les océans. Ils ont énormément de moyens. Franchement, c'est assez impressionnant. Il y a vraiment beaucoup d'infos sur Internet. C'est assez. Enfin, ils ont vraiment plein de bateaux sous-marins, etc. Il faudrait que je regarde, mais ouais, c'est ça. Ils ont un sous-marin habité, un drone sous-marin autonome. Et en fait, ils récoltent des crevettes qui produisent des bactéries qui pourraient permettre justement les nouveaux médicaments. Donc en fait, ils explorent, mais ils récoltent aussi des écosystèmes. Donc au final, ils sont pas très. Enfin, ok, ils soutiennent les moratoires pour l'exploitation des grands fonds marins, mais à mon avis, sur l'exploration, ils sont quand même très ambigus. Et justement, je pense qu'ils jouent de cette ambiguïté-là, parce qu'ils défendent une recherche scientifique libre et ouverte et transparente. Sauf qu'en réalité, bon, personne ne peut vérifier ce qu'ils font vraiment. Et la récolte, enfin, à mon sens, hein, de la récolte de crevettes, par exemple, d'écosystèmes, c'est déjà un peu bah, voilà, faire du prélèvement d'écosystèmes. Donc, je pense qu'il faut regarder de près ce qui se fait parce que au final, bon, certes, l'exploitation, bon, c'est déjà super parce que bon, c'est le plus gros problème sur ce sujet-là. Mais sur l'exploration, le problème, c'est qu'on n'en sait pas plus. Enfin, on ne sait pas non plus ce que ça fait d'aller explorer, de faire des prélèvements, etc. Donc la ligne est assez fine, je pense. Et en effet, la France n'a pas pris de position claire, ni sur un moratoire dans l'océan Indien, ni sur un moratoire dans le Pacifique. Euh, donc ouais, ça manque terriblement pour l'instant. Donc espérons que ça bouge un peu d'ici là. Là, on est en avril. Euh, Peut-être que ça va bouger. Je sais pas trop, mais ouais, c'est vrai qu'ils se sont positionnés sur l'Antarctique, mais pas sur l'Indo-Pacifique. Euh, Pareil, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mais on pourra revenir aussi à la fin dessus sans problème. Donc maintenant, pour passer aux conséquences et aux enjeux. Donc on va parler plutôt d'abord des conséquences. Euh, donc forcément, on a vu bon, beaucoup d'effets à la fois du changement climatique, renforcés par certaines pressions anthropiques en particulier. Et donc parmi les conséquences,
Donc il va y avoir le déplacement et la migration forcée qui vont être favorisés par une dégradation irréversible des moyens de subsistance, des sources alimentaires, de l'érosion côtière, donc enfin, ouais, tout ce que j'ai évoqué précédemment. Et aussi beaucoup de, voilà, dans certains cas, de la pauvreté, augmentation des tensions sociales et des défis pour l'économie bleue, notamment liés donc, à l'accès aux accès à la terre, aux ressources halieutiques, donc pêche, euh, culture vivrière, donc aussi en termes d'agriculture dans les terres, perte de revenus donc liée à la pêche et au tourisme comme j'en parlais, qui entraîne forcément donc des problèmes d'insécurité alimentaire, baisse de la santé et de la productivité. Euh, et puis une capacité de résilience réduite, une vulnérabilité accrue des populations à risque, qui vont devoir faire face à des catastrophes naturelles successives et renforcées. Euh, et puis sur donc la continuité territoriale, il va y avoir forcément la question des impacts de l'élévation du niveau de la mer sur les juridictions des États insulaires. Euh, donc à la fois sur les zones maritimes, euh, et donc la question, non, voilà, de l'équivalent des frontières, hein, donc les points d'achoppement entre les zones économiques exclusives. Par exemple, j'en ai pas parlé, mais ça me fait penser aux grands fonds marins. Euh, la Polynésie française, qui est entièrement contre l'exploration et l'exploitation des grands fonds marins, partage à un moment donné sa zone économique exclusive avec celle des îles Cook, qui a autorisé des licences commerciales à explorer et à exploiter les grands fonds marins. Or, on sait bien que bah, justement, euh, le changement climatique, la dégradation de l'environnement, ça n'a pas de frontières. Donc, ça pose des vraies questions de comment on arrive à trouver un- un point d'entente avec son voisin qui décide de faire tout l'inverse de nous. Euh, et puis, donc, pour revenir sur la continuité territoriale, on va en reparler un petit peu après, parce que donc, je vais vous parler justement des enjeux qui vont être liés à ça. Mais par exemple, comment on imagine la suite d'un État, de citoyens, euh, et donc de tout ce qui va avec, c'est-à-dire de savoir autochtone, de tradition ancestrale, d'une citoyenneté, d'une nationalité, sans territoire en fait. Donc si un territoire disparaît, comment on imagine la suite? Donc ça, on va en reparler. Et donc sur les enjeux donc, liés au changement climatique dans la région, euh, donc il y aura à la fois des enjeux d'autonomie, de conflit, de migration, de sécurité. Et donc par exemple pour commencer sur le premier point que j'ai mis donc sur l'autonomie, mouvements indépendantistes, intérêts régionaux, etc. En fait les dirigeants des États et des territoires insulaires de la zone, ils ont une attitude assez ambivalente envers l'attention de plus en plus accrue qu'ils reçoivent, parce qu'on parle de plus en plus d'eux, il y a de plus en plus de pays, enfin, d'États qui sont intéressés à faire soit du commerce, à venir exploiter les ressources, que ce soit les grands fonds marins ou la pêche dans les territoires insulaires, notamment de la part des États-Unis et de la Chine. Et de la Chine qui est de plus en plus aussi offensive dans la région. Donc en fait, à la fois, les territoires insulaires vont apprécier cette attention, qui peuvent être bénéfiques pour eux sur certains sujets, mais d'autre part, ils vont être quand même très préoccupés par les conséquences potentielles de cette concurrence politique qu'il peut y avoir sur en fait toute la vision qu'on peut avoir de cette région-là. Par exemple, dans le Pacifique, ils appellent ça le Pacific Way. Donc souvent, dans les conférences régionales et ou internationales, ils vont souvent euh, parler de leur Pacific Way,
comme une manière de gérer les choses à leur façon, et c'est-à-dire sans ingérence étrangère. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils défendent et qu'ils mettent en avant. Euh, donc, euh, donc voilà, ils essayent, en fait, beaucoup de pays essayent, dans la région, essayent de- d'éviter ce positionnement soit Chine, soit États-Unis, ce qui est très compliqué. Dernièrement, par exemple, Nauru a arrêté de reconnaître Taïwan, en fait, ce qui s'explique par un gros rapprochement diplomatique avec la Chine. Donc, de temps en temps, en fait, on voit comme ça des États insulaires qui vont se rapprocher soit de la Chine, soit s'en éloigner. Il y a un État, je ne vais pas m'en souvenir, mais justement qui a rompu toute relation diplomatique avec la Chine et qui a donc, par voie de conséquence, directement, dans un communiqué de presse, reconnu Taïwan. Donc voilà, de temps en temps, on voit un peu des, euh, des allées et venues sur ces sujets-là. Et c'est parce qu'en fait, ils sont constamment dans des positions où se faire des alliés, c'est se permettre euh, de se faire connaître, de se développer économiquement, politiquement, d'avoir de plus en plus de poids sur la scène internationale et donc de pouvoir peser dans les décisions, notamment sur le changement climatique. Mais c'est à la fois prendre ces risques de compétition géopolitique où après ils peuvent faire l'objet de sanctions à l'égard soit enfin, notamment des États-Unis ou de la Chine. Donc ça montre aussi qu'ils ont quand même une certaine préoccupation pour la préservation de leur autonomie, entre guillemets, au-delà du statut institutionnel, vraiment pour certains, hein, de vraiment être autonomes dans leurs décisions, de leurs intérêts régionaux, face à toutes ces dynamiques un peu plus, en fait, dynamiques géopolitiques un peu plus vastes. Euh, donc voilà. Pour la partie sur les conflits. Par exemple, sur les mouvements indépendantistes, bon, comme je le disais, il y a beaucoup de territoires, donc, de pays qui sont encore sous la tutelle de pays métropolitains. Et en fait, il y a de plus en plus aussi de mouvements indépendantistes qui font, enfin, enfin, qui sont de plus en plus forts, qui se développent de plus en plus. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, qui en fait a un statut d'autonomie, c'est-à-dire que l'État français euh, conserve ses compétences régaliennes, donc État, justice, sécurité, État civil, pardon, justice, sécurité, et la Nouvelle-Calédonie a son propre gouvernement avec donc toutes les compétences restantes. Sauf que par exemple actuellement, dans le contexte politique, il y a une volonté d'indépendance qui est de plus en plus forte. Et donc ils essayent d'avoir une politique étrangère, une politique environnementale globale, enfin beaucoup plus globale à, à eux-mêmes. Sauf qu'ils n'y arrivent pas parce que ils sont donc toujours, en fait, ils doivent toujours s'inscrire quand même dans la politique française. Ils peuvent pas, en fait, par exemple, tenir un discours chinois. Par exemple, normalement, ils n'ont pas le droit de réutiliser des éléments de langage chinois s'ils le voulaient. Ça les empêche pas de le faire. Et ça montre justement ce jeu de pouvoir qu'il y a, de servir aussi d'un côté de ces jeux géopolitiques où la France lutte contre la Chine. Donc en fait, la Nouvelle-Calédonie va se servir plutôt de ça pour obtenir en fait, plus d'autonomie, voire même un jour peut-être l'indépendance. Donc c'est assez compliqué. Par exemple, les Samoa américaines n'arrivent pas à exister sur la scène internationale parce que les États-Unis considèrent que c'est à eux de prendre les décisions, alors ils connaissent pas le terrain, quoi. Donc c'est très compliqué. Par exemple, à la COP 28, il n'y a pas il y a pas de délégation dans la délégation française, il n'y a pas de personnes pour représenter euh, la Polynésie française, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, alors que ce sont des pays autonomes qui ont leur propre politique, etc. Donc c'est quand même un gros sujet qui devient de plus en plus
important et à juste titre en fait. Donc, on va peut-être voir émerger de nouveaux modes de gouvernance à ce sujet-là. Euh, mais du coup, pour reprendre un peu mes points, je faisais une aparté. Euh, donc, la souveraineté, j'en parlais. Enfin, en fait, l'État-nation, son territoire, bah, c'est quoi? Comment on l'imagine? Euh, la continuité culturelle, la continuité citoyenne, identitaire des territoires et de leurs citoyens. Euh, comment, comment on fait pour mettre un prix, en fait? Parce qu'en fait, il y a beaucoup on en reparlera dans les solutions, il y a beaucoup de fonds financiers qui émergent, notamment, je pense aux fonds pertes et dommages, pour dédommager en fait les territoires, enfin oui, les pays et les États qui perdraient leur territoire. Euh, mais en fait, comment on met un prix sur un territoire qui contient des savoirs ancestraux, une identité culturelle, des savoirs autochtones. Comment on monétise ça? C'est impossible. Donc ça pose vraiment des questions. Et donc je vais pas trop développer parce que je vais en parler après, mais et voilà. Et donc pour rejoindre tous ces sujets-là, enjeux de gouvernance. Donc nécessité de créer plus d'outils de gouvernance, notamment sur les grands fonds marins. Il y a une alliance, je crois que c'est une alliance internationale sur les fonds marins. Ils n'ont pas l'air ultra préoccupés par les enjeux environnementaux et les problématiques climatiques que ça pourrait poser d'aller explorer, voire exploiter les grands fonds marins. Donc, c'est compliqué d'imaginer une vraie protection au niveau international des grands fonds marins, sachant que en fait, les arguments hein, aussi que certains États insulaires avancent, c'est que ça serait aussi leur seul moyen de diversifier leur économie, de se développer, euh, parce que ça leur ferait en fait des retombées économiques extrêmement importantes en fait d'aller exploiter les grands fonds marins. Euh, donc voilà, ça pose quand même une grosse question de gouvernance, à la fois déjà au niveau régional, donc océan Indien, océan Pacifique, mais aussi mondial, parce que comment des pays peuvent s'accorder sur cette question-là, quoi. Euh, sur les conflits, enfin là j'ai mis quel avenir pour l'ordre international en place. Ça rejoint la question des conflits dans le sens où, en fait, dans la littérature scientifique, ce qui ressort, c'est que même si pour l'instant il n'y a jamais eu un conflit qui est directement déclenché par le changement climatique, ça a quand même tendance à intensifier et à exacerber les tensions politiques et les conflits déjà considérés comme violents, quoi. Donc, au niveau international, on peut forcément imaginer que ça aura des répercussions parce que, par exemple, comment on gère des déplacés environnementaux. Donc ça, pareil, on va y revenir. Sur la sauvegarde, la protection et la restauration des écosystèmes. Euh, Comme il va y avoir une compétition croissante pour les ressources naturelles, donc je pense notamment l'accès à l'eau, les ressources halieutiques, agricoles aussi, donc une rareté environnementale qui pousse parfois les populations dans la précarité. Euh, Comment on fait d'un côté donc, pour gérer voilà, la rareté des ressources, mais en même temps sa protection, sa sauvegarde, sa restauration. Euh, et puis, donc changement climatique, bon ça j'en ai déjà parlé, puis on en reviendra, mais on y reviendra, pardon. Euh, mais sur la gouvernance maritime, aussi beaucoup d'enjeux sur la libre circulation, euh, qui est directement lié du coup avec les enjeux de pêche, mais voilà, comment on surveille en fait qu'un navire est là juste pour traverser, s'il respecte bien son autorisation de pêche, en quantité aussi, et ça c'est pareil, il y a eu énormément de sous-déclaration des quantités de poissons pêchés
surtout, euh, surtout dans le Pacifique, je crois. Là, ça s'est un peu amélioré de ce que j'ai cru comprendre, mais c'est vrai que c'est très dur d'être à chaque sortie du bateau pour aller vérifier, et en même temps, c'est indispensable. Euh, et sur les migrations, ça va me permettre de faire le lien avec ma prochaine diapo. Euh, le GIEC estime que l'élévation du niveau de la mer pourrait submerger les terres de 280 millions de personnes d'ici la fin du siècle. Donc, c'est juste énorme, une énorme partie de la population mondiale. J'en parlais tout à l'heure, euh, en menaçant directement les territoires de plusieurs États insulaires, Maldives, Tuvalu, îles Marshall, Bahamas, Nauru, Kiribati. Et en 2018, on estime que 17,2 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile à cause de catastrophes dans 148 pays et territoires. Ça, c'est vraiment étalé sur le monde entier. Mais on a quand même observé des déplacements déjà. Euh, Par exemple, dans les Kiribati, sur l'île de Banaba et en Polynésie française aussi. Donc ça, c'est des déplacements qu'on considère être inter-îles, c'est-à-dire que c'est des populations qui vont rejoindre d'autres îles qui sont moins en danger, entre guillemets, ou alors parce qu'ils ont de la famille, des connaissances, etc., ou du travail. Euh, mais enfin, c'est pour montrer que voilà, c'est déjà très réel, c'est pas le futur, c'est une réalité, enfin, c'est vraiment d'actualité, quoi. Euh, Et c'est d'ailleurs ce que, enfin, le premier ministre des Samoa, il a fait une déclaration il y a quelques années en disant qu'en fait la disparition, en fait leur disparition, ça signifie aussi la disparition de toutes les grandes villes du monde entier. Donc ils essayent vraiment de d'amener aussi les autres pays, les autres citoyens dans leur combat. Alors, pour parler, justement, pour continuer un petit peu sur le déplacement et la migration forcée, euh, donc c'est ce que je disais, Tuvalu, Kiribati et Polynésie française pour déjà des exemples passés de déplacement de population à l'intérieur ou à l'extérieur des États insulaires. Euh, donc là, je vous ai mis quelques articles qui en parlent parce que heureusement, on en parle de plus en plus. Il serait temps. Mais du coup, euh, ce qu'on voit, c'est que à la fois, il y a une prise de conscience qui est de plus en plus grande au niveau d'une certaine responsabilité mondiale en fait, en lien avec cette idée de sécurité planétaire. Euh, mais en même temps, pour l'instant, on n'a pas de statut juridique qui existe. Et c'est un vrai sujet. Il y a eu dernièrement, il y a eu beaucoup de débats autour du terme employé, réfugiés climatiques, migration climatique, etc., etc. Il y a François Gemène, par exemple, qui dit que on ne peut pas parler de migration ou de réfugiés climatiques, mais plutôt de déplacés climatiques, parce que ce serait pas euh, le seul sujet du changement climatique qui pousserait certaines populations à migrer. Ce serait un ensemble, donc à la fois des conséquences économiques, climatiques, financières, sociales, politiques, etc. Sauf qu'en fait, quand on regarde d'un peu plus près, il y a quand même beaucoup de conséquences économiques, politiques, sociales qui découlent des changements climatiques qui sont en cours en ce moment. Donc, c'est un vrai sujet parce que voilà, il n'y a aucune législation internationale. Ça devient de plus en plus nécessaire de créer un statut juridique spécifique. Souvent, les deux scénarios qu'on voit, c'est soit en modifiant la Convention internationale de Genève de 1951, mais ça paraît quand même très très compliqué de réunir tous les États autour de la table pour modifier la Convention, soit en établissant un cadre juridique autonome dans le droit international. Ça, c'est l'option un peu plus plausible.
euh, mais voilà, qui reste, enfin, selon certains spécialistes, ça reste compliqué. Il y a quand même une demande de plus en plus forte des États concernés, ce qui est normal. Euh, et on va en parler du coup un peu plus là euh, dans les, dans les États insulaires en tant que pionniers et innovants, parce qu'on voit qu'il y a quand même des petites choses par-ci par-là qui commencent à se développer et qui sont donc vraiment très importantes sur ce sujet-là. D'abord, pour faire un petit état des lieux de l'intégration des États et territoires insulaires sur la scène internationale. Euh, donc, on a les petits États insulaires en développement, dits SIDS, qui sont... alors, il n'y a pas que des États et des territoires insulaires de l'Indo-Pacifique dans ce groupe-là. C'est un groupe qui a été fait par les Nations Unies. Il y a quand même une majorité des pays du groupe qui font soit partie de l'océan Indien, soit partie de l'océan Pacifique. Et en fait, ils ont créé une coalition qui est l'Alliance des petits États insulaires en 1990. Et à l'époque, ils ont fait pression avec succès pour que les besoins particuliers des petits États insulaires soient reconnus dans le texte de la CNUC, donc la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 1992. Et en fait, ça a été à ce moment-là une des trois conventions adoptées lors du sommet de la Terre à Rio. Donc en fait, ça a été la conférence de l'agenda 21 qui a été remplacée par l'agenda 2030. Et donc enfin, ils ont vraiment poussé pour qu'on parle d'eux. C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure qu'on a vraiment commencé à parler, enfin, en tout cas, à commencer à les écouter plutôt à partir des années 80 et 90. Et donc, à la création de l'AOSIS, il y a eu la première conférence internationale sur les petits États insulaires en développement en 1994, qui s'appelle le Programme d'action de la Barbade et qui a été complétée en 2005 par la stratégie de Maurice. Et finalement, il y a eu un réexamen en 2010, donc 5 ans après, qui a reconnu que les petits États insulaires en développement, bien qu'affligés par des difficultés économiques et confrontés à des impératifs de développement semblables à ceux des pays en développement en général, ont des vulnérabilités et des caractéristiques qui leur sont propres. Euh, et puis ensuite, il y a eu donc la troisième conférence internationale sur les petits États insulaires en développement qui s'est tenue au Samoa en septembre 2014, qui avait pour thème général pour un développement durable des petits États insulaires en développement fondés sur des partenariats véritables et durables. Qui a donc, là, vous voyez là, les photos qui ont donné toute une stratégie euh, enfin, pour l'ensemble de ces pays-là. Et 10 ans après, il y a enfin la quatrième conférence des petits États insulaires en développement qui est prévue cette année, qui se tiendra à Antigua et Barbuda, donc dans les Caraïbes, du 27 au 30 mai. Donc c'est dans un tout petit peu plus d'un mois. Donc je pense qu'on va avoir pas mal d'actualités à venir sur le sujet qui vont être intéressantes à suivre. Et en espérant qu'il y ait aussi voilà, des choses assez positives qui en ressortent. Mais j'en doute pas sur ce sujet-là. Pour le coup, je pense que comme ça fait 10 ans, il va y avoir quand même pas mal de grosses décisions qui seront prises. Et à mon avis, il y aura aussi euh, beaucoup de retombées concernant la COP29, en vue de la COP29, en vue de la préparation de la COP29. Du coup, je pense que ça va être assez intéressant à suivre. Du coup, enfin, par rapport à tout ce qu'on a dit, je trouvais ça assez intéressant, ces chiffres-là, parce que je trouve que les États et territoires insulaires sont souvent enfermés dans des définitions de petites îles vulnérables, aux terres limitées, et qui limitent en fait leur potentiel de développement. Et donc, c'est vrai qu'ils se servent un peu de ça
pour, dans les narratifs au niveau international, dans les médias, etc., euh, faire monter cette idée de grands États océaniques et non pas petites îles vulnérables. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça montre que ils sont pas dans cette position de victime ou de s'apitoyer sur leur sort, mais vraiment d'essayer de se battre. Et voilà. Donc ça fait vraiment partie de leur narratif et je trouve que c'est assez intéressant. C'est pas tout le temps. Enfin, c'est vraiment un positionnement qui a été, qui a fait consensus. À la fois dans les pays de la région de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. Et du coup, petit chiffre que j'ai mis là, on voit que grâce à leur zone économique exclusive, les petits États insulaires en développement, donc ça c'est vraiment un chiffre pour ce groupe-là, mais ça donne quand même une bonne idée, contrôlent environ 30% de tous les océans et mers, donc c'est énorme. Tuvalu, donc qui est une petite île à l'est, je vais y arriver, à l'est de l'Australie. Euh, sa ZEE fait 27 000 fois sa masse terrestre, donc c'est énorme. Et la ZEE combinée de l'île Maurice et des Seychelles représente une zone qui est plus grande que l'Inde. Donc ça donne une idée. Et pour la Polynésie française, par exemple, l'entièreté de la Polynésie française fait la taille de l'Europe. Euh, donc voilà, c'est vraiment immense. Du coup, pour arriver sur le sujet de ce rôle un peu pionnier et innovant, bon déjà, j'ai commencé à vous parler du rôle de l'AOSIS. Euh, Par exemple, dans les enjeux, enfin dans les négociations climatiques, dans le cadre des Nations Unies, euh, c'est les premiers à avoir mis à l'ordre du jour le changement climatique au sein du Conseil de sécurité. Donc ça a été vraiment un message fort qui a été porté. Ils ont appelé à cette occasion à la préservation de la sécurité mondiale face au changement climatique. Donc on retrouve cette notion de sécurité qui est indissociable du changement climatique. Le Vanuatu et les îles Fidji ont déclaré l'état d'urgence climatique. Donc pareil, ça a été parmi les premiers pays à le faire. Euh, et puis on voit aussi que pour l'ensemble des territoires insulaires, le changement climatique apparaît vraiment comme un objet qui est vraiment, enfin, qui est très rassembleur et fédérateur face à une menace et des revendications communes. Ça relance ce que je disais tout à l'heure, ce Pacific Way, cette façon de se positionner par rapport au monde, cette vision du monde. Euh, on établit une gouvernance politique, euh, on fait du réseau, on établit une position commune. Donc, l'AOSIS a toujours une position commune lors des COP. Donc, en fait, ça permet aussi de monter en puissance et d'avoir toujours plus de voix aussi pour porter leur message. Donc ça c'est unique au monde où en fait autant d'États et de pays s'accordent sur certains sujets, donc notamment le changement climatique. Donc on voit quand même que en dépit de leur diversité et leur hétérogénéité, ils ont réussi à se fédérer sur cette lutte particulière qui est la lutte contre le changement climatique. Et donc, ils ont réussi par cette lutte-là à exister ou à se faire entendre, en tout cas, sur les plans politiques, médiatiques. Euh, et donc, ça montre aussi l'importance qu'ils accordent aussi au changement climatique. Donc ça, je trouve que c'est assez exemplaire. Euh, donc ça, c'était plus sur la partie donc Houses. Sur le... Alors attendez, juste, je vérifie quelque chose. Ouais, ok. Euh, je sais pas pourquoi il apparaît plus dans mes tirés.
Mais je vous ai mis en photo là le traité qui est en train de se faire entre l'Australie et les Tuvalu, qui s'appelle le Phalappili Union. Et en fait, ça a été annoncé à la COP28. Alors, je l'ai peut-être mis là. Ouais, c'est ça, je l'ai mis là en fait. Mais je vais en parler quand même maintenant, de toute façon, ça fait le lien. Euh, Ça a été annoncé à la COP 28 et en fait, l'objectif, c'est de permettre aux citoyens de Tuvalu de pouvoir venir s'installer en Australie et de bénéficier d'aides sociales, d'aide à l'emploi et d'un dédommagement financier aussi, il me semble. Donc ça, c'est une première. C'est vraiment c'est inédit. Ils ont été. En plus, c'est très rapide, hein. Donc, ça a été annoncé publiquement, médiatiquement à la COP28. Et là, ça a été signé, je crois, en partie. Il me semble qu'il manque une dernière étape. Et Tuvalu a un peu ralenti le processus parce qu'ils ont émis quelques réserves quant au sujet de justement de nationalité, de citoyenneté, donc c'est-à-dire comment on fait, est-ce que on doit renoncer à la nationalité de notre pays, etc. Donc je crois que voilà, ils sont encore en train de régler ce sujet-là. Mais voilà, c'est vraiment un accord historique et qui, je pense, va se développer. Mais l'Australie est aussi très pionnière aussi sur ce sujet-là. Enfin, en fait, elle n'hésite pas à se positionner sur ce genre de sujet-là. Donc c'est assez intéressant. Rapidement, une fois que c'est là. Ouais, c'est ça. Du coup, bah, j'ai déjà pas mal introduit la COP28, mais sur les autres sujets, euh, en fait, il y a eu euh, beaucoup aussi d'États, surtout du Pacifique, qui se sont manifestés et qui ont rejoint l'initiative pour un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Alors j'aimerais bien retrouver les États. Je ne sais pas si je vais retrouver ça là. Je vous le retrouverai peut-être à la fin. En fait, c'est une initiative qui a été lancée il y a quelques années pour appeler les États, pays, mais en fait plus largement n'importe quelle entité institutionnelle, privée ou même un ou une citoyenne voudrait rejoindre cette initiative en faveur de la non-prolifération des énergies fossiles. Et les premiers pays signataires ont été des États insulaires du Pacifique. Et tout récemment, à la COP28, la Colombie, qui est un des plus gros pays, enfin, États pétroliers au monde, a rejoint cette initiative-là, euh, avec aussi également les Samoa, je crois. Donc enfin, l'équipe de cette initiative continue à fond, mais voilà, c'était pour montrer que, encore une fois, les premiers États à avoir signé enfin, à avoir rejoint cette initiative plutôt, pardon, c'est encore des États insulaires. J'ai mis premier touché, dernier prévenu, parce que vous l'avez peut-être vu dans les médias, mais en fait, euh, quand le président de la COP28 a ratifié le traité le dernier jour de la COP, en fait, le groupe AOSIS n'était pas encore arrivé dans la salle. Ils étaient en train de finaliser leur position, etc. Donc, ils n'étaient pas, en fait, ils n'ont pas attendu que le groupe AOSIS soit arrivé. Donc, ça fait un petit peu un raz-de-marée médiatique, diplomatique, enfin, voilà, en disant est-ce qu'au final, ils vont pas, enfin, AOSIS en réponse vont pas s'opposer au texte, enfin voilà, et au final non. Mais bon, c'est un peu voilà, c'est un peu comme si on me disait bah, c'est pas grave, de toute façon ils l'accepteront quoi qu'il arrive, ou qu'il soit là ou pas, c'est pareil. En termes de message, ça c'était pas forcément très bienvenu. Mais voilà. Et puis bien sûr, bah, un texte considéré comme insuffisant,
certes considéré par énormément de médias comme un texte historique, et en partie à raison parce que première fois qu'il y a une certaine mention des énergies fossiles dans le texte de la COP28, une mention très explicite des énergies fossiles, donc première historique, mais au-delà de ça, pas de gros financement pour la justice climatique, pardon, pas de gros engagements sur les pertes et dommages, on va y revenir, mais le fonds pertes et dommages, qui est un fonds censé dédommager les pertes économiques, culturelles et terrestres des territoires insulaires, a été lancé lors de la COP27, enfin en tout cas le processus, adopté lors de la COP28, beaucoup de promesses de financement mais qui n'ont pas du tout été à la hauteur au final des besoins. Et puis comme je disais tout à l'heure, hein, comment on estime en fait la valeur de ces pertes-là, franchement, c'est vraiment compliqué. Puis en plus, qui va être un fonds, enfin, ce fonds va être abrité pardon, par la Banque mondiale pour l'instant. On sait que la Banque mondiale n'a pas non plus de gros intérêts à être en faveur du changement climatique, enfin de la lutte pardon, contre les changements climatiques. Donc voilà. Et puis une COP29, donc considérée comme une année décisive. Ils ont commencé je sais plus s'ils ont fait un communiqué de presse en tant que tel, mais ils ont commencé à se positionner, enfin le groupe AOSIS pardon, a commencé à se positionner sur la COP29. Enfin COP peut-être autant, voire plus controversée que la COP28, mais ils ont commencé à se positionner dessus, donc ils espèrent à la fois des avancées en termes de statut concernant les déplacements climatiques, mais aussi en termes donc, de financement de ce fonds, et puis aussi en termes d'atténuation d'engagement. Donc espérons qu'il y ait plus d'engagement d'atténuation parce que c'est quand même voilà, eux les premières victimes euh, de la comment dire de la mince, j'ai oublié mon mot, des conséquences du changement climatique qui sont en grande partie provoquées par les États et les pays dits les plus développés ou les plus riches. Donc ils appellent aussi à cette responsabilité mondiale, responsabilité partagée euh, face aux effets des changements climatiques. Alors, quelle solution après ce constat pas toujours très positif? Ben, on vient d'en parler, l'atténuation. Je pense on attend toutes et tous beaucoup plus au-delà de l'engagement, d'action en termes d'atténuation. C'est vrai que je le remets, l'initiative pour un traité de non-prolifération des énergies fossiles, au-delà d'être dans une première étape quelque chose de symbolique puisqu'on signe une initiative, si on arrivait à un traité au niveau international de non-prolifération des énergies fossiles, on arriverait quand même en fait, à de meilleurs résultats en termes d'atténuation et ça reste quand même euh, je regarde ce que j'ai mis, ouais. Ça reste quand même le plus gros de la solution, en tout cas concernant les territoires insulaires, dans le sens où on peut faire énormément en termes d'adaptation, mais une fois que certains territoires en fait auront disparu, on ne pourra plus rien faire pour eux. Donc avant qu'il soit trop tard, il faut au maximum voilà, privilégier les mesures d'atténuation pour voilà, réduire les effets des changements climatiques. Adaptation, du coup, je vais le développer un peu. Je crois que j'ai mis quelques photos. Euh, En fait, en termes d'adaptation, il y a eu pas mal de projets assez ambitieux qui ont été mis en place par des pays insulaires océaniens, que ce soit en termes de sécurité alimentaire, gestion de l'eau et protection des écosystèmes. Notamment un projet qui s'appelle Rescue, qui est un projet de restauration des services écosystémiques et d'adaptation au changement climatique.
il est déjà en cours aux Fidji, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Vanuatu. Ça, c'est un projet qui marche plutôt bien. Après, bah, il y a tout ce qui est solutions d'adaptation fondées sur la nature, donc Nature-Based Solutions, mais qui sont très très efficaces. Replantation de mangroves. Alors attendez, je vais tout mettre parce que j'ai mis des photos. Voilà. Replantation de mangroves qui marche beaucoup et qui permet. Voilà, là je l'ai mis. Voilà, donc vous pouvez le voir là dans le petit encart vert. Suite à une restauration, la superficie de mangrove à l'île Maurice est passée de 45 hectares en 1980 à 120 hectares en 2005, en plantant 220 000 plantules sur une superficie de 13 hectares. Donc c'est très efficace, ça permet de refaire venir la biodiversité et de lutter aussi contre les événements climatiques extrêmes, l'érosion, donc c'est très utile. J'ai mis aussi la replantation de coraux, par exemple pour lutter contre le blanchiment de coraux, la perte de corail en fait en général, donc, qui peut être due à de la casse, etc. Qui marche aussi très très bien. Il y en a de plus en plus, c'est vraiment en train de se développer. Il y en a beaucoup en Indonésie, je crois. Ça se développe, ça commence tout juste à se développer, je crois, dans la Caraïbe insulaire. Et puis là, la photo que je vous ai mise, c'est en Polynésie française. C'est Coral Gardeners qui met ça en place, mais il y a vraiment beaucoup de. Je crois qu'il y a Coral Planters qui existe. Enfin, il y en a vraiment, vraiment beaucoup de plus en plus. Et ça, c'est très bien parce qu'on voit que les récifs coralliens, en fait, ont une résilience assez impressionnante. Donc, c'est vraiment pertinent, en fait, de replanter. Enfin, comme on dit, hein, même par exemple dans les villes, hein, de replanter les arbres, etc. Bon, bah, c'est vraiment ça fait vraiment le même effet qui est vraiment bien. Euh, je regardais toujours concernant l'adaptation, les demandes faites aux pays développés, c'est de respecter aussi l'engagement de doubler le financement à l'adaptation d'ici 2025 par rapport au niveau de 2019. Et puis d'affecter aussi la moitié de l'ensemble des nouveaux financements climatiques à l'adaptation. Ça, c'est encore des demandes qui sont restées sans réponse, donc à voir. Et ensuite, je regardais si j'avais d'autres chiffres. Sur l'adaptation, il y a aussi pas. Ouais, donc ça, je vous l'ai déjà dit, mais il y a pas mal de choses aussi qui est fait au niveau plus régional. On va en parler sur la prochaine diapo. Mais en tout cas, si vous vous intéressez à l'adaptation en général, il y a ce rapport que je vous ai mis là en photo, enfin le titre, Dealing with Climate Change on Small Islands Towards Effective and Sustainable Adaptation. Il est vraiment très bien. On peut le télécharger gratuitement sur Internet. Et si ça vous intéresse, il y a vraiment Enfin, il est très complet, mais en même temps assez accessible. Et ça permet de vraiment comprendre ce qu'on peut faire en termes d'adaptation. Donc voilà. Et puis sur les pertes et dommages, donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Euh, Maintenant, ils essayent de. Enfin, le Vanuatu qui est à l'origine hein, de ce. Le Vanuatu est à l'origine de la demande de ce fonds, pertes et dommages. euh, Essaye maintenant de faire passer ça à l'étape de la Cour internationale de justice en matière justement de protection des droits face aux effets négatifs du changement climatique. Donc justement, en termes de sécurité, en termes de droit au territoire, droit à la culture, droit à cette continuité territoriale-là. Euh, donc voilà, en fait, on retrouve en fait très souvent derrière les initiatives sur la scène internationale des États insulaires, enfin des territoires insulaires en général. Et puis donc petite pas aparté, mais enfin je voulais vous parler de ça parce que euh, je trouve que c'est assez intéressant en termes de. Là, on a beaucoup vu les liens justement entre sécurité et changement climatique. En fait, souvent, on se demande si ça serait pas plutôt pertinent de traiter ça sous un angle, enfin les effets du changement climatique sous l'angle humanitaire
ou plutôt sous l'angle du développement, ou encore sous l'angle de la sécurité. Mais en fait, est-ce que les trois sont pas indissociables, interdépendants et complémentaires au final? Euh, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc sur l'approche sécuritaire pour un partage mondial des responsabilités. Donc on a vu, il y a des menaces pour la paix et la sécurité. Donc déplacements forcés dus à la dégradation irréversible des moyens de subsistance, des sources alimentaires, de l'érosion, des tensions sociales liées à l'accès aux terres et aux ressources halieutiques, une diminution des revenus nationaux pouvant affecter la capacité à atténuer et à s'adapter aux impacts du changement climatique, des défis pour l'économie bleue, etc. Au final, est-ce que l'approche, enfin en tout cas l'angle de la sécurité, euh, sans réarmer et devenir voilà, sécuritaire, mais est-ce que d'apporter la question des changements climatiques sous cet angle sécurité, est-ce que ça permettrait pas à un moment donné de mettre le sujet au centre de la table, sur la table, et de dire, bah voilà, à un moment donné, au-delà de toutes les... comment dire? Tout ce que ça implique, est-ce que les droits de l'homme inviolables sont pas juste bah, ce dont on a besoin euh, pour se réunir autour de la table et se dire, bah voilà, maintenant, euh, trouvons, enfin voilà, avançons plus vite et trouvons des voies communes où on va pouvoir avancer. Donc ça, c'était plus sous cet angle-là. Est-ce que ça serait pas juste le, pas le seul, mais un des arguments qui permettrait de faire un peu plus se bouger la communauté internationale? Bah, sur l'humanitaire et l'urgence, évidemment, c'est indispensable quand il s'agit d'assurer l'assistance et la protection pardon, des personnes vulnérables et à répondre à des besoins fondamentaux des populations affectées par une catastrophe naturelle, par exemple l'accès à l'eau, l'assainissement, la nourriture, l'abri, soins, médicaments, etc. Sachant que la Croix-Rouge, je crois, euh, je sais plus, ouais, je crois que c'est la Croix-Rouge qui a fait une étude sur ça, qui dit donc que les catastrophes naturelles sont la première catégorie de situation d'intervention aux côtés des conflits armés. Donc on retrouve toujours hein, ce lien avec les conflits et la sécurité. En fait, on se rend compte que c'est des crises qui deviennent de plus en plus longues parce que c'est aussi une erreur de considérer ça comme étant une crise et qu'il y a aussi des besoins croissants. Donc évidemment, on ne peut pas se passer de l'humanitaire ni de l'urgence. Maintenant, ça ne permet pas de répondre euh, aux problématiques posées enfin, de façon durable, sur du long terme, et c'est ce dont on a besoin. Mais ça reste quand même indispensable sur voilà, des événements bien précis de catastrophes naturelles. Et puis sur le développement durable, bon, on parle maintenant beaucoup de renforcement de la résilience. Et bon, comme je vous disais, malgré la fragmentation géographique, la diversité de la région, de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, euh, on voit quand même que les États, les territoires insulaires coopèrent pour influencer les décisions de la communauté internationale, et pas seulement en termes politiques, en termes aussi techniques. C'est pour ça que je vous ai mis en fait les principales organisations politiques régionales de l'Indo-Pacifique. Donc pour l'océan Indien, on a la COI, la Commission de l'océan Indien, et le IORA, Indian Ocean Rim Association, qui est en fait tous les pays et États bordant l'océan Indien. Donc il n'y a pas uniquement des pays et des États qui se situent dans l'océan Indien, c'est aussi voilà, les pays et États un tout petit peu autour. Et en fait, ça, c'est des organisations très techniques en termes de, voilà, qui vont faire vraiment du projet sur le terrain, avec des financements internationaux, euh, et qui vont vraiment faire voilà, des projets à l'échelle, sur du long terme, que ce soit en termes d'adaptation, d'atténuation. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis dans la même lignée, on retrouve donc en termes
purement technique, la communauté du Pacifique et le programme régional océanien de l'environnement. La communauté du Pacifique va intervenir sur tous les sujets qu'on peut imaginer, donc santé publique, environnement, économie bleue, etc. Et c'est vraiment une organisation qui est en train de monter en puissance, qui fait énormément de choses. Je n'ai pas précisé pour les autres, mais la communauté du Pacifique, son siège principal se situe à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, mais elle a aussi beaucoup de bureaux aux Fidji. Euh, donc ils sont vraiment très présents dans la zone. Il y a énormément de rendez-vous dans le cadre de la communauté du Pacifique. Et il y a eu récemment d'ailleurs justement toute une discussion au sein de la communauté du Pacifique sur les grands fonds marins, en termes de gouvernance et en termes scientifiques. Euh, et donc pour le programme régional océanien de l'environnement, ça va vraiment enfin, comme son nom l'indique, concerner l'environnement. Et c'est toujours très technique en termes de gestion de projet sur le terrain, etc. Le Pro-E est à Apia, au Samoa. Et donc Pacific Islands Forum, aussi appelé le PIF, là, ça va être vraiment l'organisation politique régionale par excellence dans l'océan Pacifique. Pareil, il y a énormément de choses qui s'y passent. Justement, le moratoire dont je parlais tout à l'heure sur les grands fonds marins va se passer dans le cadre du Pacific Islands Forum. Dans le Pacifique, ils appellent ça un Talanoa. C'est une discussion qui réunit voilà, tous les États et pays du Pacifique pour justement réussir à déboucher sur un consensus politique. Et donc, Pacific Islands Forum, il est à Suva, aux îles Fidji. Et par exemple, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les 3 collectivités d'outre-mer du Pacifique, donc Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, sont membres à part entière du Pacific Islands Forum, alors que la France n'en est pas membre. Elle est... euh, alors attendez, je sais plus le terme, c'est partenaire de dialogue. Et donc, ça pose beaucoup de problèmes à la France parce que les 3 collectivités d'outre-mer, euh, comment dire, suivent la voie régionale, en fait, dans cette organisation-là. Ils se positionnent comme n'importe quel État indépendant. Et en fait, la France n'a pas son mot à dire parce que, par définition, elle n'en est pas membre, parce qu'elle n'est pas un État à part entière dans le Pacifique. C'est un État métropolitain, comme, comme les États-Unis et les autres États qui possèdent encore des États dans la région. Euh, voilà, ça rejoint la question de gouvernance que je parlais, et plus largement, c'est vrai que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais il y a de plus en plus de débats autour de la décolonisation, forcément. Là, bientôt, il y aura un... Je vois que ma connexion est instable, j'espère que ça marche encore. Il y aura un forum dans le cadre des Nations Unies sur la décolonisation, justement, qui va se passer à Caracas. Je crois que c'est au mois de mai. Euh, Et en fait, c'est un vrai sujet parce que la question de la légitimité de la France se pose, évidemment. On a des populations qui demandent leur indépendance. Donc, quel est l'argument pour ne pas leur accorder? Enfin, c'est très compliqué. Mais donc, la France essaie de limiter l'action du Pacific Islands Forum parce que justement, elle ne voudrait pas voir les 3 collectivités d'outre-mer dans le Pacifique qui à l'encontre d'intérêts. On a des réalités régionales, locales, qui sont aussi les leurs, en parlant des 3 collectivités d'outre-mer. Donc, ça facilite pas la gouvernance. Euh, voilà. Et sur donc, les 2 organisations régionales de l'océan, la Commission de l'océan Indien, son siège est à Port-Louis, à l'île Maurice. Et il y aura aussi, je crois,
crois, je vérifie. Oui, il y aura aussi son siège est à l'île Maurice. Euh, Bah voilà, c'est fini. Du coup, je vais. Alors attendez, je vais peut-être remettre ça si jamais. Si jamais vous avez des questions, qu'on revienne sur un sujet, n'hésitez pas. J'étais peut-être un peu plus courte que prévu, mais du coup, n'hésitez pas hein, si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pas de questions, mais merci beaucoup pour cette formation qui était passionnante et super claire. Merci beaucoup. Bah, merci. Et d'ailleurs, j'en profite, je crois que si je ne me trompe pas, vous allez recevoir un petit formulaire de retour d'expérience. Surtout, n'hésitez pas à me faire des retours sur la formation, sur des choses à améliorer, à préciser. Enfin voilà, ça me permettra d'adapter aussi.